Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Insécurité au centre, que s'est-il réellement passé à Mopti? Le Grand Dialogue d'aujourd'hui tente de répondre à cette question avec ses invités. Malamine Koulibaly, président de la plateforme de Mopti, Alceni Sidibé, expert chargé de la communication au secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre, Mamoudou Bokoum, correspondant du studio Tamani à Mopti, et Dr Ali Tunkara, universitaire, auteur du livre Le djihad dans le quai Massina. Je suis Issa Fakaba Sissoko pour la présentation de ce débat. Le Grand Dialogue. Samedi 12 octobre à Mopti, une manifestation qui a dégénéré a conduit à des scènes de pillage d'un entrepôt de la MINUSMA à Sévaré. Mamadou Bokoum, vous êtes notre correspondant à Mopti et vous avez suivi tous ces événements pour nous. Dites-nous en résumé, que s'est-il réellement passé le samedi dernier à Sévaré? Eh bien, merci à tous et à toutes. Tout est parti de cette manifestation des épouses des militaires de l'armée de terre qui étaient quand même en sitting au niveau du camp Amadou Barry et Dibalogo, notamment le camp de la 6e région militaire du Mali. Alors, ces épouses réclamaient et ils s'opposaient quand même à l'envoi de leur mari sur le front, plus précisément à Boutici, prétextant qu'il y a d'autres épouses des militaires qui ont refusé à ce que leurs épouses également partent prendre le poste, la garde au niveau de Boutici. Donc, ces manifestants étaient au niveau du camp, il faut le dire. Elles étaient quand même en concertation avec le colonel, le commandant des zones, au moment où les responsables de ces femmes étaient quand même au niveau du colonel. Et il y a d'autres manifestants qui avaient d'autres agendas cachés qui ont pris la route de l'entrepôt de la MINUSMA, vraiment pour aller commettre ces actes. Parce qu'il y avait eu une première manifestation le mercredi dernier, parce que la semaine a été très agitée. Vraiment, le mercredi dernier, une manifestation organisée par la plateforme Fasoko, qui était partie à la MINUSMA, qui a lu sa motion devant les responsables de la MINUSMA et à qui ils ont remis le document, et ils sont revenus. Quand même, tu sentais des gens qui voulaient s'attaquer, même ce jour-là, à la MINUSMA, mais heureusement, tel n'a pas été le cas. Maintenant, le samedi, c'est au moment où, comme je l'ai dit, les femmes là discutaient que d'autres personnes avec d'autres ambitions sont parties directement là-bas. Ils ont saccagé les magasins, ils ont mis du feu à l'entrepôt, ils ont emporté tout ce qui peut l'être. Vraiment, les dégâts étaient très importants. On a vu partout dans les rues de Sévaré des gens qui avaient des matelas, des réfrigérateurs, des climatisations, même les papiers hygiéniques. Je vous en prie, vraiment, c'était l'image qu'on voyait à Sévaré ce jour samedi, vraiment au niveau de l'entrepôt et dans toutes les rues de Sévaré. Le bilan de l'incendie, il faut le rappeler, est lourd parce que deux camions, il y a un camion Ben est parti en cendre et un camion gris qui servait de transporter quand même les conteneurs. Donc il y a eu trop de dégâts et heureusement les sapeurs-pompiers ont pu contenir le feu. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais aux alentours de 14h30, 15h, heureusement, ils ont pu vraiment maîtriser la population avec l'appui des militaires. Mamadou Bokoum, merci. Vous restez avec nous pour d'autres questions. En attendant, nous restons toujours à Mopti pour joindre Malamine Koulibaly. Malamine Koulibaly, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Alors, vous faites partie des initiateurs de cette manifestation et comment tout ceci a pu dégénérer? Est-ce que vous avez une idée de qui pourraient être les auteurs de ces actes de vandalisme? Merci bien, Studio Tamani. Ce que je regrette d'abord, c'est que nous soyons les responsables de la manifestation. La manifestation du samedi, vraiment, nous ignorons complètement les initiateurs. Sinon, l'événement qui se déroule au niveau de la région contre les marches successives, c'était organisé
bien et belle par la plateforme FASCO de Sévary. Donc je suis le président de cette plateforme. Et notre marche s'est donnée le mercredi 9 octobre 2019. Et c'était une marche légale, autorisée et encadrée par la force de sécurité et de défense. Mais ce jour-là, la marche s'est bien déroulée. On a pris le départ au rond-point pour aller à la MINUSMA et à leur niveau les remettre la motion. Et la motion était même adressée au président de la République. C'est compte tenu de la situation insécuritaire grandissante au niveau du centre qu'on a organisé cette marche. Et en plus de cela, l'attaque de nos deux camps, Bourkessi et Mondoro, pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Alors, donc, les événements de samedi, la plateforme n'est ni de loin ni de près impliquée dans ces événements. Vraiment, c'est ça que je disais. La plateforme n'est impliquée ni de près ni de loin des événements du samedi. Ok. Alors, nous reviendrons vers vous, Alfousseni Sidibé, au niveau du secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre, qui est un nouvel organe qui vient d'être créé. Comment vous avez vécu ces événements-là? Merci Issa, merci à tous les auditeurs de Studio Tamani à travers les radios partenaires qui couvrent l'essentiel du territoire national. Au niveau du secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre, nous pensons que ces incidents sont des incidents très malheureux et malheureux qui ne nous aident pas justement à amener de la stabilité au centre. Alors bien que le cadre politique de gestion a une stratégie globale qui est là et qui va être déployée au centre, mais de tels événements, surtout à l'endroit de nos partenaires, à qui d'ailleurs nous présentons nos sincères regrets pour ces incidents malheureux. Et ce qui est bon à savoir, je pense que M. Koulibaly vient de le dire, ils ne sont ni de près ni de loin impliqués dans cette violence-là. Donc certainement, c'est d'autres personnes mal intentionnées qui ont dû occasionner cela. Et c'est vraiment regrettable. Nous espérons que plus jamais de tels actes ne se reproduiront. Alors, la marche a dégénéré, vous le regrettez, mais la marche est partie d'un mécontentement d'une partie de la population, qui demande d'ailleurs le départ de ces forces internationales-là. Est-ce que vous comprenez l'exaspération de ces populations-là? Vous savez, la colère contre ces forces internationales est justifiée. Vous savez, ce n'est pas contre les forces internationales qu'il faut déverser sa colère. C'est normal que les gens ressentent ce qu'ils ressentent en termes d'insécurité. C'est bien normal. Mais les forces étrangères qui sont là, ce sont des forces qui sont là pour nous aider. Et nous devons saluer quand même le travail remarquable pour la stabilisation que le MINUSMA fait au Mali, et aussi bien dans les régions au nord du pays qu'au niveau du centre. Donc je ne pense pas que la MINUSMA, les forces étrangères soient véritablement les raisons pourquoi les raisons de tout ça. Parce qu'en réalité, les forces étrangères, c'est nous qui les avons appelées pour venir nous aider. Docteur Tounkara, vous êtes observateur, d'ailleurs vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Le djihad dans le quai Massina. Comment vous avez analysé tous ces événements-là, de la marche jusqu'à l'incendie de samedi? Alors clairement, il faut les condamner sans équivoque, effectivement, quels que soient les acteurs qui seraient derrière ces attaques quand même que je qualifierais d'odieux et tout à fait scrupuleux du point de vue analytique. Mais en dépit de condamnation, de compassion, du regret, il est quand même important de reconnaître qu'aujourd'hui, contrairement à M. Koulibaly, Sidibé, voilà, un nombre important de Maliens ne se retrouveraient pas aujourd'hui dans les différents mandats confiés aux forces étrangères. Lesquels mandats d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, pour les téléspectateurs, pour nos auditeurs,
Ils n'ont pas été définis par la République du Mali. Ils ont été définis par les acteurs eux-mêmes aujourd'hui qui sont en charge de ces mandats. De ce fait, les attentes qu'ont l'écrasante majorité des populations en proie à l'insécurité, tant dans les régions du nord que celles du centre du pays, naturellement, vont être difficilement comblées par ces différents mandats, tant par l'aménagement, par la force conjointe du G5 Sahel, ainsi que par la force Barkhane française. Donc c'est pour vous dire que sommes-nous en face d'une situation sécuritaire où les Maliens ont été mis sous la touche en toute objectivité. J'ai eu à parcourir ces différentes localités aujourd'hui qui sont l'objet. Au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, lorsqu'il s'agit de renouveler le mandat de l'aménagement, les autorités maliennes sont présentes et ont des tribunes pour argumenter. Naturellement, laquelle présence, elle est là. Mais quel poids une telle présence pourrait peser sur l'échiquier international? Mais est-ce que ça, c'est la faute à l'ONU? Je pense que ce sont des dimensions géostratégiques qui dépasseraient clairement le seul cadre du Mali. Ça, c'est une certitude. Il ne faut pas aussi quand même blâmer ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. Ça dépasserait nettement leur capacité en termes d'influer sur les décisions aussi importantes qui sont prises au niveau du Conseil des Nations Unies. Mais ce qui est important pour le cas précis de la mission onusienne, certes, elle s'est beau expliquer à travers ces canaux de sensibilisation, de communication. Beaucoup de Maliens n'ont pas compris qu'effectivement, cette insécurité qui sévit le pays depuis 2012 jusqu'ici, elle n'a pas à être justement combattue par des forces étrangères. Je suis vraiment tout à fait... Je suis même choqué, scandalisé par l'attitude avec laquelle les femmes d'épouses militaires s'opposaient à ce que les épouses soient sur le front. Moi, j'ai quand même du mal. Est-ce que ce sont les militaires maliens qui doivent mourir pour les Mali pour aider à comprendre, est-ce que vous comprenez la colère des populations, mais en revanche, vous ne comprenez pas l'opposition des femmes, des épouses, des femmes, des militaires à aller à Boulkessi? Clairement, la colère de la population est légitime incontestablement. Mais en dépit de la colère, je ne vois pas un enseignant ou un journaliste qui va quand même se battre contre les groupes radicaux violents. Les hommes et les femmes sont engagés dans nos différentes forces de sécurité et de défense afin de défendre la patrie. Je pense que cet engagement, il doit rester à l'esprit de ces femmes-là, qu'elles comprennent qu'au-delà des clivages politiques, au-delà des sentiments d'affection, un militaire quand même, il ne faut pas aller avec les dos de la cuillère, quand même est fait pour à Bamako, elles ont demandé plus de moyens pour leurs époux. Concrètement, lorsqu'on évoque la question des moyens aujourd'hui pour faire face à cette insécurité, notamment pour comment stopper la montée de l'extrémisme violent et du terrorisme de façon générale, les acteurs qui sont en charge aujourd'hui de ces moyens, qui sont l'élite politique, la hiérarchie militaire, je l'ai dit, je l'ai redit, ces acteurs effectivement sont loin d'être exemplaires. C'est là, en partie, qu'on pourrait comprendre également l'attitude à laquelle ces femmes de militaires font l'objet. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un pays dans une situation d'insécurité aussi, si vous voulez, absolue, d'ailleurs, elle est absolue cette insécurité, que des pratiques corruptives sont observables au niveau de la hiérarchie militaire, et lesquelles pratiques sont loin d'être inquiétées. Comment voulez-vous que des sous-hommes soient satisfaits quant au rendement sur le terrain? Donc je pense que fondamentalement, s'agissant de l'aménagement, le mandat, il est mal défini parce qu'il ne correspond à rien aux attentes légitimes qu'ont les Maliens vis-à-vis d'elles. De la même manière également, les épouses des militaires, qu'elles comprennent que quand on s'engage dans un corps, ce n'est pas pour rester quand même dans des salons climatisés, c'est pour aller sur le front. Naturellement, toutes les conséquences qui peuvent en découler sont connues. D'accord. Direction Mopti, quelques heures après ces événements, le gouverneur de la région s'est exprimé sur les faits. Nous allons l'écouter avant de donner la parole à Bokoum. En s'attaquant à l'aménagement, c'est une méconnaissance, c'est une méprise. Et là, c'est très regrettable. Le Mali ne mérite pas ça. L'aménagement ne mérite pas ça au Mali. Il faut qu'on se le dise. Les gens qui sont à la base de ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui à Mopti, ils ne sont pas clairs. Et c'est pourquoi j'ai instruit aux différents services de
justice, la justice même, à la gendarmerie, à la police, d'ouvrir les enquêtes. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Il faut qu'on sache réellement qui sont à la base de ce que Mopti, sinon Sévaré, connaît aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Et ça ne sera pas laissé comme ça. Un couvre-feu est instauré à Sévaré. De 18h à 6h du matin, toute personne qui bouge doit se faire munir d'une pièce d'identité. Il faut qu'on sache réellement ce qui se passe à Sévaré. Beaucoup. 48 heures après, le gouverneur s'est exprimé et aujourd'hui, dites-nous quelle est la situation sur place. Eh bien, aujourd'hui, déjà 24 heures après les événements, il y a eu une grande réunion d'urgence qui a regroupé l'ensemble de la société civile autour du gouverneur, au niveau du gouvernorat là-bas. Alors, il y avait les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes et même les femmes des militaires, à travers qui cette situation est arrivée, même si elle nie complètement leur implication. Alors, à l'issue de cette rencontre, il y a eu des excuses qui se sont présentées. Les gens se sont engagés vraiment à mettre leur sien pour que plus jamais de tels événements ne se reproduisent plus. Il y a eu quand même une décision forte, une décision à travers ces conclusions. On peut noter quand même la demande à toute personne qui a quand même dérobé quelques matériels, que ce soit de le ramener d'ici 3 jours, parce que passer ce délai, d'après les conclusions vraiment et la décision du gouverneur, passer 3 jours quand même, il y aura des fouilles au sein des familles et une fois qu'un matériel soit retrouvé dans une famille, l'affaire sera mise à la disposition de la justice. Donc il y a eu cette réunion d'urgence avec les présentations des élus, comme je l'ai dit. Aujourd'hui aussi, une délégation conduite par la société civile, accompagnée également du gouverneur, sont allés au niveau de la MINUSMA présenter officiellement les excuses vraiment de la population mopticienne. Et la chef de la délégation de la MINUSMA quand même a accepté ces pardons. Le couvre-feu dont a parlé le gouverneur, est-ce qu'il est respecté en ce moment? Il est respecté parce que à partir de 18h, on voit quand même la patrouille des forces de sécurité dans la ville de Sévaré, parce que le couvre-feu concerne Sévaré, il faut un quartier de Mopti. Ça concerne Sévaré, il faut le signaler, c'est pas à Mopti. Donc c'est à Sévaré où on perçoit quand même la patrouille des forces de sécurité qui se promènent et qui vérifie les identités des uns et des autres. Donc c'est une décision qui est rentrée en vigueur et elle restera en vigueur jusqu'au 20 octobre. Ok. Et pour ce qui concerne la restitution des matériels dérobés, est-ce que vous avez des informations concernant des cas de restitution? Déjà, le jour même de l'événement, les forces de défense et de sécurité ont récupéré certains matériels qu'ils ont mis au niveau de la gendarmerie et la remise officielle va être faite d'après les responsables de ces forces-là à la MINUSMA, en présence de la presse. Donc, ça, c'était le jour de l'événement le samedi. Maintenant, il est demandé, comme je l'ai dit, aux gens de les amener, pour ceux qui ont peur d'aller au niveau de la police et de la gendarmerie, d'aller les déposer. Soit c'est le chef de leur quartier, soit c'est le chef de village, ou bien donner à quelqu'un qui peut les ramener pour eux. Donc, en tout cas, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas connaissance quand même d'un matériel quelconque récupéré après la réunion d'hier, mais nous allons nous informer au fur et à mesure pour vous donner les informations. Alors, le jour de l'événement, une image a fait le tour des réseaux sociaux et qui a lancé une grande polémique à propos de cette image sur un véhicule des FAMA. Qu'en est-il exactement? Ça, c'est les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça crée des problèmes parce que c'est un véhicule qui récupérait les matériels avec les jeunes qui l'avaient dérobé. Et ce sont ces véhicules quand même qui ramenaient les matériels pour les rassembler au niveau de la gendarmerie afin de pouvoir les remettre à la MINUSMA. Donc les gens avec les réseaux sociaux ont pris des images, ils l'ont balancé sans pour autant comprendre l'objectif même de ce véhicule. J'étais présent sur le terrain, les véhicules de la MINUSMA ont brûlé à ma présence, les sapeurs-pompiers ont été à ma présence, j'ai vu comment ils ont récupéré les matériels et là où les matériels sont déposés. Donc je vous confirme aujourd'hui que ces véhicules récupéraient les matériels avec les manifestants pour les amener afin de pouvoir les remettre à la MINUSMA.
Merci beaucoup. Nous restons toujours à Mopti pour voir du côté de Mamadou Lamine. Dans le processus de restitution de ces biens, est-ce que vous offrez votre collaboration aux autorités de Mopti? Vraiment, nullement. Nous ne sommes pas impliqués pour la récupération de ces biens et de ces matériels et de ces biens-là. Parce que comme j'ai eu à le dire, depuis au cours de ces événements, à partir du vendredi et samedi, la plateforme est à marge de toute situation, présentement à Mopti. Et compte tenu de la situation qui a prévalu ces jours-là, tout ce que je peux dire quand même, nous regrettons amèrement et nous condamnons avec la dernière rigueur ces actes de vandalisme et de pillage par des individus mal intentionnés. Malamine, et revenons à votre manifestation. Quelques heures avant les manifestations de samedi, vous avez organisé une marche où vous demandez le départ des forces internationales. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à ces forces-là? Bien avant la marche du vendredi et du samedi. Oui. Il y a eu la marche de juin. La marche de juin et la marche d'octobre. Nous, on demande le départ de ces forces étrangères. Pourquoi? Parce qu'après une longue analyse sur le terrain, il n'y a pas d'amélioration. On a suivi que la force Barkhane est là. La MINUSMA est là sur le terrain. Il n'y a pas une mission conjointe avec l'armée malienne. Et l'armée malienne ne peut pas aller des fois là où nous pensons sans autorisation de la Barkhane. Prenons l'exemple sur le cas de Kidal. Donc vraiment, vu tous ces côtés-là, on dit qu'il est temps que la population civile se manifeste pour montrer à l'autorité de s'assumer afin qu'au renouvellement du mandat, qu'il puisse vraiment, il peut avoir un mandat, un lourd mandat, pour s'impliquer comme il faut aux côtés de nos forces armées, ou bien vraiment de dégager. C'est notre vision. Au moins des faits des massacres, en juin, des massacres au niveau de Ogosagou, vers Ogosagou, dans le pays d'Ougon. Nous aussi, nous sommes sur le terrain. On a fait des appels. Et en ce temps, l'appel a été lancé à la mission qui était sur le terrain. Les populations avaient lancé l'appel. La mission n'a pas été. Et la femme qui était vers Badjangar aussi, ils n'ont pas été. Ils disent qu'ils sont sous ordre aussi. Donc, on doit comprendre que sur le terrain, un militaire qui va sur le terrain pour combattre, comment dirais-je, on a la même mise. Donc, l'armée est méprisée de son combat. Merci, monsieur. Donc, raison pour laquelle nous voulons qu'il y ait un changement de mandat. Et pour cela, il faut qu'on demande leur départ. En ce temps-là, si on demande leur départ, là, ils vont aller ou ils vont changer leur stratégie. D'accord. Merci, M. Koulibaly. Al-Hussein Sidibé, est-ce que vous comprenez tous ces mécontentements de ces populations du centre? Mais Issa, bien entendu, nous sommes en crise. Et on est en crise, il y a l'insécurité. Qui parle d'insécurité parle de ça sévit sur les citoyens. C'est normal que les gens aient des attitudes, des colères. Lorsque demain matin vous levez, vous ne savez pas si vous serez attaqué ou pas, c'est normal. Mais par contre, moi, ce que je voudrais dire peut-être un peu à ce que le docteur Tungora avait dit. Le docteur Tungora n'était pas à Sévaré l'autre jour avec le Premier ministre, mais moi j'y étais. Et j'ai entendu et j'ai senti nos soldats qui étaient là. Mais je vous avoue, Issa, c'est des gens déterminés que moi j'ai vus. C'est des gens engagés que moi j'ai vus. Et donc, tout ce qui s'est dit, je pense qu'il faut respecter. Au moment entre cet engagement que vous avez observé et cette détermination des militaires, mais comparer cela avec la violence des attaques dont elles sont victimes et les lourdes pertes, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Est-ce qu'on ne peut pas dire quelque chose de Non, mais vous savez, ce sont les... Tungara l'a dit un moment, ce sont les réalités de terrain. Je ne dis pas, moi je parle de l'engagement de nos forces. Ça veut dire que les forces armées maliennes sont engagées à en découdre avec ces terroristes-là. Et c'est ce que moi j'ai senti, et c'est ce que je suis en train d'exprimer ici. Et un autre paradoxe, c'est qu'au moment où le Premier ministre lance le DDR spécial,
et il y a eu ces manifestations-là. Et quelque part, est-ce qu'il ne faut pas craindre un échec de ce DDR-là? Non, je ne crois pas. Bon, c'est des manifestations. Le ministre lance le DDR spécial, les femmes manifestent au camp le même jour et le lendemain, il y a ces événements. Ça n'aura aucune incidence sur l'opérationnalisation du DDR. En fait, l'opérationnalisation du DDR, je pense que c'est un pan important dans la stabilisation. Vous allez voir, dans les prochains jours, dans un mois, on repassera pour faire l'évaluation. Vous vous rendrez compte parce que ce qui est prévu, il y a au moins 8000 ex-combattants qui sont ciblés par rapport à cette opération de DDR. Vous allez vous rendre compte que ça va aller. Vous savez, moi je suis optimiste. C'est vrai, nous traversons des situations assez difficiles. Et c'est vrai, il ne faut pas se fâcher la face. Mais moi, je suis très optimiste qu'on remontera ces difficultés-là et que les jours meilleurs sont devant nous. Mais par contre, je voudrais quand même vraiment féliciter la société civile de Mopti pour son engagement et pour son sens de responsabilité. Parce que juste après les incidents, c'est l'initiative de la réunion, c'était eux qui était présidé par le gouverneur. Je pense que, et Coulibaly l'a dit, nous nous désolidarisons de tous ces actes qui ont été commis. Et là, je pense que c'est méritoire de leur dire vraiment félicitations dans ce cadre. Alors, en 2015, à Gao, des jeunes manifestent pour le départ de l'aménagement et des forces internationales. En juin, Mopti manifeste. En octobre, Mopti manifeste encore. À Bamako, il y a eu des manifestations hostiles aux forces internationales. Est-ce que du côté des autorités maliennes, il est envisagé peut-être de poser le débat sur la table avec nos partenaires dont vous saluez la présence? Issa, vous savez, je pense que quelque part, le gouverneur l'a dit, et les gens ne connaissent pas effectivement le mandat de l'aménagement. Et vous connaissez bien, aussi bien que moi, aussi bien que M. Tungara, que la machine onusienne, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut la faire changer. En fait, le mandat ça fait quand même 3 ans qu'on estime que le mandat n'est pas adapté. Mais vous savez, le mandat tel que nous attendons de l'aménagement, un mandat offensif pour faire la guerre, je ne pense pas que ça soit très évident. Ça ne soit pas très évident. Fait au Congo, même si ce n'est pas dans un contexte de lutte contre le terrorisme, à un moment donné, avec la création de cette force spéciale au Congo. Bien sûr, justement, c'est à cela que je voudrais en venir. Peut-être qu'il faudra souhaiter que de telles missions spéciales soient confiées à... Oui, mais faudrait-il que les autorités maliennes fassent la demande? Bon. Et réaffirme le leadership pour aller vers ça. Donc, je pense que les autorités maliennes ont toujours demandé un mandat plus robuste pour l'aménagement. Okay. Et ça a été toujours demandé. Je pense qu'à chaque renouvellement, les autorités maliennes l'ont demandé, l'ont recommandé. Docteur Tungara, l'une des revendications des manifestants sur le départ des forces internationales, est-ce que ce départ est envisageable? Et si c'est le cas, l'armée malienne pourra-t-elle faire face aux enjeux sécuritaires? Je pourrais forcer un certain nombre de Maliens. Je vous promets, si aujourd'hui ces forces, en dépit de toutes les critiques dont elles font l'objet, quittent le territoire, le lendemain, les groupes radicaux violents pourraient passer la nuit à Bamako. Non, ce n'est pas pour caricaturer, mais c'est pour vous dire qu'à combien aujourd'hui, c'est vrai, je reconnais avec M. Sidibé qu'effectivement, un certain nombre de nos éléments sont dans la dynamique. Mais en toute objectivité, j'ai eu à échanger avec ces différentes forces de sécurité et de défense de la République du Mali. Franchement, si ces forces ont quelque chose de déplorable, elles peinent jusqu'ici à bénéficier du soutien des populations, notamment le renseignement humain. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y ait des centaines de motos, des armes lourdes quittent d'une localité A à une localité B, et qu'aucun signal n'a été donné à nos forces de sécurité et de défense. Naturellement, ça témoigne combien la question d'orthodoxie à leur niveau se pose avec acuité. Et revenons rapidement sur le cas des forces internationales. Que ce soit l'aménagement, la force Barkhane, la force conjointe du G5 Sahel aujourd'hui, ce sont des différentes forces à force de faire le Mali un pays assisté
elles nous ont mis dans une posture d'assister à tel enseigne qu'aujourd'hui, si elles quittent dans la précipitation, nous allons assister à nos propres funérailles. Donc, de ce fait, il est extrêmement important de garder un optimisme prudent. Si départ hier a demandé à ces forces de défense et à ces forces internationales, il est quand même, prime abord, la responsabilité de l'élite politique malienne de faire en sorte que les populations et leurs biens soient sécurisés à hauteur de souhait. En revanche, quand on voit la multiplication des attentes, on peut dire que malgré la présence de ces forces, cette garantie de sécurité des personnes et de leurs biens n'est pas aussi garantie sur le terrain. Clairement. Oui. Le problème, il réside dans deux éléments fondamentaux. Le premier, vous allez partout ailleurs. Les politiques peuvent les nier, l'élite politique peut les nier. Que ce soit à Mopti, à Gao ou à Tombouctou, ce que vous entendez par opération mixte, que ce soit la force Barkhane, l'aménagement, ces différentes forces viennent devant un camp militaire malien en demandant 5-10 soldats, lesquels soldats ne savent même pas quel a été le plan initialement élaboré, a fortiori l'itinéraire emprunté. Voilà un État qui est sous tutelle. Il faut qu'on soit clair là-dessus sur le plan sécuritaire. Les forces internationales à l'intérieur du pays ont mis le Mali incontestablement sur la touche. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les forces de défense et de sécurité qui le disent, ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. Ces différentes opérations dites mixtes, si elles le sont, elles sont loin d'être effectives, par le simple fait que l'ingénierie militaire malienne, elle est méprisée. L'ingénierie militaire malienne, elle est sous la touche. L'élite politique, elle n'est pas contente de ces propos, mais ce sont des propos qui émanent du terrain. Que ce soit à Boulkessi, que ce soit à Mondoro, que ce soit dans les régions dites nord du Mali, nous assistons au même scénario de ce mépris vis-à-vis de nos femmes. On peut continuer à les nier à Bamako, mais c'est une évidence. À qui la faute? L'élite militaire ou l'élite politique? Les deux, c'est important. En fait, on ne peut pas dissocier l'élite politique de l'élite militaire, même s'il y a un semblant d'autonomie qui est accordé à l'une et à l'autre. En toute objectivité aujourd'hui, pour redorer l'image de l'armée malienne de manière dans le court terme, il me paraît important d'abord que l'exemplarité vienne d'abord d'en haut. Une fois que cela est obtenu, que ces forces de défense et de sécurité soient perçues par les communautés comme des gages d'assurance. Mais quand ces forces sont dans un rapport de ponction, comment voulez-vous que les gens vous renseignent à partir de Mondoro que des groupes radicaux violents se dirigent vers vous du moment où vous les raquettez, vous les spoliez? C'est cela aujourd'hui, ce qui se passe dans le contexte malien. C'est là également qu'il est important que les Maliens comprennent que ce n'est pas à la France ou aux États-Unis de demander l'orthodoxie à nos militaires ou à l'administration de demander l'orthodoxie. Ok. Al-Hussein, les récentes manifestations sont quand même la résultante d'une recrudescence d'attaques contre les FAMA. Et au même moment, votre bureau est mis en place. Concrètement, la mise en place de ce bureau va changer quoi dans le projet de retour de la paix? En fait, le cadre politique de gestion de la crise au centre, c'est un outil qui est sous la responsabilité du Premier ministre. Il a été créé et il a élaboré une stratégie holistique, comme on l'appelle, une stratégie globale qui va combiner et les actions militaires, et les actions sécuritaires, et les actions politiques sur le terrain. Donc, et qui va être adossé à un budget. Il faut très rapidement dire, parce que peut-être que Tongara va le dire, il connaît bien le dossier, le PSIR qui était là, effectivement, le plan de sécurisation intégré du centre. Oui, en parlant de ce plan, est-ce qu'on peut dire qu'il a échoué? On ne peut pas dire qu'il a échoué. Pourtant, depuis qu'il a été mis en place, les statistiques n'ont pas été favorables. Le PSIR, comme son nom l'indique, ça s'est beaucoup focalisé sur l'aspect sécuritaire. Et il y a eu des résultats à ce niveau-là. Vous pouvez aller le constater, il y a eu des résultats. Mais comme je vous ai dit, le PSIR n'était pas adossé à un budget assez important. Et donc, maintenant, le PSIR est intégré dans la stratégie au volet sécuritaire. Donc le PSIC reste toujours, mais pour le volet sécuritaire au niveau du cadre politique de gestion de la crise. Donc dans la stratégie que vous allez mettre en place, ce ne sera pas le tout sécuritaire?
pour la résolution de la crise? Non, il y a les aspects, c'est ce que je vous ai dit, c'est une stratégie globale. Concrètement, ça veut dire quoi? Non seulement des actions militaires, des actions sécuritaires, mais des actions politiques aussi. Y compris la négociation avec les groupes radicaux-violents. Non, ça, je ne saurais le dire. En tout cas, la stratégie est déjà adoptée. Oui, la stratégie, je vous ai dit... Est-ce qu'il est prévu de négocier avec ces groupes-là? Sur le volet, il y a des volets dans la stratégie, le volet cohésion sociale, volet réconciliation nationale, volet développement et le volet sécuritaire. Dans le volet réconciliation, est-ce qu'il est prévu une négociation? Moi, je saurais vous dire négocier avec qui. Je sais qu'il y a déjà beaucoup d'actions qui sont entreprises à l'endroit des communautés, c'est-à-dire que les communautés qui vivent. Et sans trahir un secret, je crois que dans les 2 jours, nous allons rencontrer les communautés, les différentes communautés, que ce soit les communautés Togon, que ce soit les communautés Pel ou autres communautés, pour parler, dialoguer avec elles, pour avoir leurs sentiments par rapport à cette crise et les propositions qu'ils ont d'ailleurs. Et direction Mopti Coulibaly, vous êtes toujours là? Oui, je vous entends. Alors, Sidibé vient de parler d'une stratégie adoptée par le cadre politique de gestion de la crise. Est-ce que vous fondez de l'espoir sur la création de ce cadre-là? Bon, oui, si chacun joue pleinement son rôle et que vraiment qu'on fait impliquer les vrais acteurs dans cette situation. Les vrais acteurs, c'est qui? Les vrais acteurs, ce sont, pour ne pas trop dire, accentuer sur le mot, les djihadistes, parce qu'on ne peut pas... Là, on ne doit pas casser la forêt, monsieur le journaliste. Parce que ici, à Mopti, c'est que nous voyons, des fois, on ne dit pas la réalité des choses. Quand on parle de la négociation, et si ça ne va pas, on voit une grande mission venant de Bamako. Tout est national. Et arrivé ici, on fait signer des documents avec qui? Alors qu'il faut faire impliquer, il faut chercher à régler ces gens-là. C'est un demi. Et ils sont là. Donc il me dit, oui. Allez-y. Et justement, non. Oui, je dis que je vais répondre quand même. Je vais répondre justement à cela. Et effectivement, la dernière visite du Premier ministre à Mopti, c'était effectivement ça. Là, je suis totalement d'accord avec M. Coulibaly. C'est pourquoi il a procédé au lancement et à l'installation du comité régional du cadre politique de gestion. Qu'est-ce que le comité va faire? Le comité est censé être au cœur des réalités, des besoins des populations. Et en revanche, lors de plusieurs missions du Premier ministre, il y a eu des accords qui ont été signés entre des représentants de communautés. Et vous devez vous en réjouir parce que effectivement, lors de ces 2 visites du Premier ministre, il y a eu ce qu'on appelle quand même une cessation des hostilités entre beaucoup de communautés. Et aujourd'hui, ça, c'est des réalités sur le terrain. Après, l'escalade a repris. Non, ça fait un bon moment, vous n'entendez pas qu'il y ait des accrochages entre telle communauté et telle communauté. Ça, depuis le passage du Premier ministre, ça, ce sont des acquis. Et je pense que M. Coulibaly peut le confirmer. Il est important aujourd'hui que nous consolidions justement ces acquis-là. M. Coulibaly, vous confirmez ça? Après le passage du Premier ministre, il y a une accalmie. J'ai dit entre les communautés. Entre les communautés, oui. Oui, bon, entre la communauté, il y a de l'accalmie, parce que si on veut aborder sur ce sujet-là, en Mopti, au Mali, on n'a jamais connu ce conflit intercommunautaire. Ok. Ici, surtout dans notre milieu, il peut y avoir un incident entre les éleveurs et les agriculteurs pour un problème de terrain. Et après, le pour parler, ça passe. Mais des massacres pareils là, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. C'est ça que nous ne comprenons pas. Et il faut qu'il fasse à cette situation, raison pour laquelle on a essayé de même joindre le gouvernement à notre niveau, comme le étant une continuité de partant, mais malheureusement on n'a pas eu. On dit que nous ne comprenons pas. Ici, qu'il y a eu des massacres pareils, surtout après, je dis bien, Koudogo, Ogosagou et Sougala, on dit que nous ne comprenons pas. Tantôt, on voit un conflit intercommunautaire, mais ça prend d'autres tournées pour ne pas faire un contour ethnique. Parce que souvent, là, c'était un ville chrétien. Et tout ça résume à quoi? Donc, c'est un conflit qu'on ne maîtrise pas et on ne connaît pas.
qui est à la base de tout ça. Raison pour laquelle nous, société civile, nous, population civile, on dit que vraiment, il n'y a pas une messe avec les forces étrangères là. Alors, difficile pour nous de répondre à cette question, docteur Tunkara. Le plan intégré de sécurisation du centre a produit les résultats que vous connaissez, vous êtes fréquent sur le terrain, et avec la création du cadre politique de gestion de la crise, est-ce qu'il faut fonder un espoir et en quoi? Clairement, j'avais dit sur ce même plateau qu'effectivement, il faut être quand même réaliste. Avec l'arrivée du Premier ministre Cissé, incontestablement, il y a eu un début d'accalmie quant aux affrontements violents entre les communautés qui rythment le quotidien du centre. Personne ne peut nier cela, sauf si vraiment la personne méconnaîtrait le terrain. Mais en dépit des réponses apportées, qui sont à saluer naturellement, moi je trouve fondamentalement, j'ai rejoint entièrement M. Koulibaly, j'ai toujours dit, réitéré, vous ne pouvez pas apporter des solutions durables en mettant les vrais acteurs sur la touche qui sont Hamadoun Koufa, Yaraga Ali, Jafar Malam Diko. Ce sont ces acteurs qui sont à l'origine de l'insécurité. Il faudra que les gens comprennent cela. Certes, ils se sont hybridés avec d'autres phénomènes sociaux qui sont les conflits intercommunautaires, l'accès au foncier. Mais en dépit de tout cela, je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui que les gouvernants de la République du Mali aient eu le courage de faire même entorse aux accords qui les lieraient à ces forces étrangères, notamment françaises. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on continue à nous dire de ne pas négocier avec ces groupes radicaux violents. Dans les mêmes temps, ce sont ces mêmes forces-là aujourd'hui qui ont amorcé naturellement. Le dialogue, il est indispensable. Si l'on veut arriver au bout de l'insécurité, il faut déclencher un dialogue franc avec ces groupes radicaux violents. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut dialoguer sans remettre en cause les... De toutes les façons, que ce soit la force... Les fondamentaux de la République. Clairement, je pense que ce qui est important, pour mener un tel dialogue, on a quand même des acteurs qui sont bien outillés. On a des éléments dans le contexte malien qui seraient très proches de ces différents groupes radicaux violents du point de vue théologique. Quand vous écoutez les différents enregistrements à la suite des attaques, ce sont des versets du Coran qui sont brandis ça et là, même s'ils sont écoutés, même s'ils sont falsifiés, il serait extrêmement important d'impliquer toute cette intelligence théologique malienne au cœur du processus. On a vu le cas avec la Mauritanie, on l'a vu également avec l'Irak, avec l'Afghanistan, où ces mêmes forces étrangères étaient hostiles de déclencher un tel dialogue, mais on finit par succomber justement au dialogue. Donc, je pense qu'il n'empêcherait aujourd'hui l'élite politique malienne d'en parler, ne serait-ce que d'émettre l'idée d'aller vers ce dialogue. Sidibé, rapidement, la possible négociation avec les groupes radicaux, est-ce que vous êtes preneur de cette proposition de Tunkara? Il ne m'appartient pas dans ma position de me prononcer dessus. Mais la question n'a pas été abordée au cours des discussions au sein du cadre? Je dis, dans ma position aujourd'hui, moi je ne saurais me prononcer sur cela. Et sur ce que je sais de façon globale, je sais qu'il y a des dynamiques pour la réconciliation nationale, pour la cohésion sociale. Maintenant, parler spécifiquement du cas des extrémistes radicaux, je ne suis pas en mesure de me prononcer dessus. Ok. En tout cas, c'était l'une des recommandations de la conférence d'entente nationale. Et c'est sur ces mots que prend fin cette émission du Grand Dialogue qui portait sur les événements de Mopti. Et pour en parler, nous recevions Malamine Koulibaly, président de la plateforme de Mopti, Alfousseni Sidibé, expert chargé de la communication au secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre, Mamadou Bokoum, notre correspondant qui était aussi avec nous, Dr Ali Tunkara, universitaire, chercheur et auteur du livre Le djihad dans le quai Massina. À la mise en onde et régie vidéo, Mamadou Ouattara et Mamadi Keïta. Merci à nos auditeurs de Ségou qui nous écoutent sur la radio Sania et Foko. À demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Merci à tous et bonne soirée chez vous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.